Bonsoir à tous, merci de nous choisir pour vous informer et bienvenue dans cette grande édition d'information dont voici les grandes lignes. Umaro Sissoko Embalo, président de la République de la Guinée-Bissau, a effectué une visite de travail et d'amitié à Conakry. Ce mercredi, le colonel Mamadi Doumbouya ainsi que d'autres cadres du pays l'ont accueilli à l'aéroport international de Conakry-Bessia. Les Échos, c'est dans un instant. Ce mercredi 20 octobre 2021, Maître Fromo Frédéric Loua, avocat à la Cour et également défenseur des droits de l'homme, a dénoncé la fusillade des deux hommes civils lundi dernier au pont 8 novembre. Vous suivrez son indignation face à cet acte dans ce journal. Vous aurez également le sport dans ce journal. La Ligue guinéenne de football professionnel a annoncé une nouvelle date pour la rentrée sportive 2021-2022 après le report pour le démarrage du championnat guinéen qui était prévu au début du mois d'octobre dernier pour faute de moyens financiers. C'est tout pour les titres. Les détails, c'est dans un instant. Le président de la République de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, a effectué ce mercredi une visite de travail et d'amitié à Conakry. Il a été accueilli par son homologue guinéen, le colonel Mamadi Doumbouya, un accueil qui a connu la présence du gouverneur de la ville de Conakry, des membres des forces de défense, des diplomates accrédités en Guinée et des jeunes de l'Axe qui sont venus exprimer leur joie pour son arrivée. Bintou Souma et Moustapha Diané pour le compte-rendu. C'est à 10h01 que l'avion du chef d'État de la Guinée-Bissau a atterri sur la piste de l'aéroport international de Conakry. Umaro Sissoko Embalo a été accueilli par le président de la transition guinéenne, colonel Mamadi Doumbouya. Un accueil qui a connu la présence du gouverneur de la ville, des membres des forces de défense et diplomates accrédités en Guinée. Cette visite intervient dans le cadre du travail et d'amitié entre les deux pays. Sur le pont qui se trouve devant l'aéroport, un groupe de jeunes de l'Axe sont venus manifester leur joie et accueillir le président Embalo. Nous sommes venus ici pour accueillir le président de la Guinée-Bissau, son Excellence M. Embalo Sissoko, qui vient d'atterrir sur le tarmac de l'aéroport international de Conakry. Et vous avez vu le public, nous sommes venus l'accueillir parce que c'est un panafricaniste. J'ai appris sur les réseaux sociaux que M. Embalo va être ici à Conakry ce matin. Je me suis déplacé pour l'accueillir parce que c'est un homme digne, un homme qui aime la vérité, c'est un homme qui aime le peuple africain. Le président Embalo était l'une des personnes à s'opposer à l'idée de changement de la constitution guinéenne qui allait offrir un troisième mandat à Alpha Condé. Une attitude que salue ce jeune de l'Axe. Vous n'êtes pas sans savoir, au niveau du régime de fin, Alpha Condé, le président Embalo avait pris position contre le troisième mandat. Donc aujourd'hui, l'histoire lui a donné raison parce que Alpha a forcé pour faire le troisième mandat. Mais finalement, il y a eu ce coup de force le 5 septembre 2021 parce qu'il est là à œuvrer pour qu'il y ait l'alternance au niveau de la sous-région. Et l'alternance, c'est l'oxygène de la démocratie. A rappelé que cette visite du président de la Guinée-Bissau intervient après près de 2 mois de la prise du pouvoir par le CNRD à travers un coup d'État le 5 septembre dernier. Embalo est le deuxième président en exercice à fouler le sol guinéen après celui de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, depuis la prise du pouvoir par l'armée. Je vous le disais au sommaire, 2 hommes civils ont été fusillés lundi dernier au pont 8 novembre, considéré comme l'une des portes d'entrée du centre-ville de la capitale Conakry. L'une des victimes a rendu l'âme et l'autre agonise dans l'un des hôpitaux publics de la place. Rencontré ce mercredi, Maître Fromo Frédéric Loua, avocat à la Cour et également défenseur des droits de l'homme, a dénoncé cet acte qu'il qualifie de crapuleux. Depuis l'avènement du CNRD au pouvoir, l'insécurité devient de plus en plus récurrente dans la capitale guinéenne. Lundi dernier, 2 hommes civils ont été fusillés par des militaires au pont 8 novembre. L'une des victimes a succombé sur le coup et le second agonise dans l'un des hôpitaux publics de la place. Cet acte effrayant qui a été commis par ceux qui sont censés protéger la population guinéenne a été dénoncé par Maître Fromo Frédéric Loua, avocat à la Cour et défenseur des droits de l'homme.
Il est à ce stade inconcevable, incompréhensible, que nous puissions enregistrer des cas de tir à bout portant sur les populations de la part des hommes en tenue militaire, ce qui contraste véritablement avec les propos du président du CNRD qui a fait la question des droits de l'homme une priorité centrale dans son programme de refondation de notre pays. Donc il est important que des actions vigoureuses soient prises maintenant et immédiatement pour retrancher ces criminels tapis dans les rangs de nos forces de défense et de sécurité et puis les livrer à la justice pour qu'ils répondent de ces actes crapuleux. Poursuivant, ces défenseurs des droits de l'homme confient que tous les efforts doivent concourir vers le même objectif qui est celui de réussir la transition en cours. Tous les Guinéens, en tout cas épris de paix et de justice, qui ont une certaine lumière, une certaine intelligence, doivent se lever pour soutenir cette œuvre, cette énième transition, pour lui donner toutes les chances de réussir. Parce que justement, nous avons besoin finalement de développement, de stabilité et de cohésion sociale dans notre pays. Il faut signaler que cette fusillade n'est pas la première depuis l'avènement du CNRD au pouvoir par un coup d'État militaire le 5 septembre dernier. Selon maître Frédéric Froment, il y a eu d'autres actes ignobles qui ont été commis par les corps habillés, en rappelant l'affaire des 2 militaires de l'armée qui ont été radiés du corps pour des actes de cambriolage. Une décision a été prise par le personnel de la radiodiffusion nationale qui se plaint des conditions de vie des travailleurs et d'énormes difficultés qui datent depuis 10 ans. Ce matin, une de nos équipes a rencontré le secrétaire général adjoint du syndicat des travailleurs de la RTG qui s'est exprimé sur la situation. Maria Makindibari et Ibrahim Khalil Silla pour le reportage. Les travailleurs de la radiodiffusion nationale ont décidé de faire un retrait où ils ont interpellé le syndicat sur leur situation. Suite à une réunion effectuée entre les syndicats et les travailleurs, ils ont décidé de déposer un mémo à la direction générale. Pour le secrétaire général adjoint du syndicat des travailleurs, ces difficultés ne datent pas d'aujourd'hui. Ça fait plus de 10 ans que la radio souffre. Ça fait plus de 10 ans que les travailleurs de la RTG souffrent. Et il y a du mépris. Et nous avons été saisis en tant que syndicalistes parce que nous avons la confiance des travailleurs de la RTG et le syndicat a décidé de prendre ses responsabilités. La direction est informée des problèmes qui assaillent aujourd'hui le fonctionnement de la RTG et de la radio qui est victime aujourd'hui de ce mépris. Dans les couvertures médiatiques, dans la diffusion des actes officiels, et c'est des problèmes qui ne datent pas d'aujourd'hui. Nous allons porter le message de tous les travailleurs de la RTG et nous allons mettre dans ce mémorandum tous les problèmes qui assaillent, n'est-ce pas, le fonctionnement de la RTG. Cependant, ils demandent aux travailleurs d'avoir confiance et d'attendre la suite. Nous demandons à tous les travailleurs de la RTG de renouveler d'avoir confiance au syndicat comme ils l'ont toujours fait. Et ce syndicat est là pour tout le monde et pour tous les services. Et vous aurez d'autres informations dans un bref délai parce que le syndicat prend son cheval de bataille pour redorer le blason de la RTG. À savoir que ces travailleurs sont confrontés à d'énormes difficultés, le manque de considération, manque de connexion Wi-Fi et d'autres matériels de travail sont entre autres quelques difficultés énumérées par quelques journalistes de la radiodiffusion nationale. Hors micro. Dans un communiqué rendu public dans la soirée de ce mardi à la télévision nationale RTG, les nouvelles autorités ordonnent la suppression des barrages postés à l'intérieur du pays, une décision qui intervient suite à la proposition faite par le chef d'état-major général et du haut commandant de la gendarmerie nationale. À Conakry, le syndicat des transporteurs s'est réjoui de cette décision. Ali Badara Souma et Ibrahim Khalil Silla, reportage. C'est une nouvelle qui réjouit plus d'un titre le syndicat des transporteurs de la gare routière de Bambeto, suite à la suppression des barrages installés à l'intérieur du pays par les nouvelles autorités. Ces usagers manifestent leur joie. On se réjouit de cette situation. Avant, pour aller d'ici à Mamou,
on traversait 9 barrages. Parmi ces 9 barrages, il faut que tu payes quelque chose avant de passer. Il y a des barrages, on paye 5 000, 10 000, 20 000, d'autres même jusqu'à 60 000 avant de quitter les lieux. La décision du chef d'État doit être respectée de Conakry à Yomou. Dire que c'est les barrages là qui vont diminuer les coupeurs de route là, c'est faux. Ça n'a rien à voir avec. Lorsqu'il y avait des barrages, moi je suis un chauffeur de prospection, je connais toute la Guinée. Il n'y a pas un endroit là où je n'ai pas été. Mais malgré qu'il y avait des barrages là, vous et moi, vous êtes témoins. Ça a diminué le coupeur de route. Ça n'a pas diminué. Elhadj Mamadou Baldé soutient qu'ils seront au moins épargnés des tracasseries de la part des forces de sécurité. Ça nous épargne de la tracasserie routière que nous subissons, que les passagers elles-mêmes subissaient à travers certains des barrages et que les chauffeurs conducteurs aussi subissent. Parce qu'à chaque barrage, il faut enlever de l'argent. Il y a une manière de la sécurisation de personnes comme les autres pays, sans mettre les barrages. Comme il y a ces moyens-là, on peut pratiquer ces moyens-là pour défendre le patrie. Nous ne sommes pas contre. Tout comme le représentant des transporteurs interurbains qui croient en la fermeté de la junte, certains chauffeurs et passagers aussi se réjouissent de cette décision. Cette situation nous arrange vraiment parce qu'on nous soutirait de l'argent dans les barrages. Si tu n'as pas une pièce d'identité, on te demande 5 000. Ou bien si tu n'es pas en possession de ta carte de vaccination, tu paies 5 000 aussi. En tout cas, à chaque barrage, on pouvait donner 10 000 par personne. À rappeler que cette mesure à effet immédiat prévoit également que les dispositifs fixés précédemment en vigueur soient remplacés par des patrouilles mobiles qui n'ont pas pour vocation de procéder à des fuites sauf en cas de renseignement. Reste donc à savoir si ces services sécuritaires vont respecter cette phase crédible des nouvelles autorités pour une meilleure discipline. Après les opérations de déguerpissement perpétrées le long de la route Fidel Castro, c'est maintenant le tour de la route Le Prince. Ce mercredi, les opérations ont été entamées à la T6 dans la commune de Ratoma. Ibrahima Timbobari et Ibrahima Paye Camara, reportage. Nous sommes à la T6 sur la route Le Prince dans la commune de Ratoma. Ici, les opérations de déguerpissement ont débuté ce mercredi 20 octobre 2021. Comme vous pouvez le constater sur ces images, le nettoyage a commencé par le rond-point. Avant que le bulldozer n'arrive sur les rails, certains citoyens s'activent déjà à récupérer certains biens, mais dans la tristesse. Car selon eux, on ne leur a pas donné suffisamment de temps pour quitter les lieux. Des accusations que réfute le chef de l'équipe chargée de ces opérations. Vous savez, le Guinéen, c'est toujours comme ça, hein? L'avertissement là a été donné depuis le régime de FEN. Tout a été mis, on a mis le croix pour 72 heures. Mais à part ça, la télévision nationale, la radio nationale, les radios privées en ont parlé dans toutes les langues. Ces citoyens sommés de quitter les lieux disent être inquiets sur comment désormais nourrir leur famille. C'est ici que je gagne mon dépense. J'ai deux femmes et je suis locataire, je n'ai pas construit d'abord. J'ai fait ici 20 ans en train de vendre du riz. J'ai 9 enfants et une femme. C'est ici qu'on gagnait notre vie. Mais aujourd'hui, nous sommes obligés de quitter les lieux parce que c'est une décision du gouvernement. On ne peut rien sauf obéir. Dans la peine et l'inquiétude, ce citoyen plaide auprès de nouvelles autorités du pays de leur venir en aide. Le message que moi j'ai à lancer, vraiment, il n'est qu'à nous aider maintenant à avoir une place. Là où quand même on peut se débrouiller pour avoir un peu, pour donner la dépense à la maison. Selon l'équipe chargée de ces opérations, ils prendront tout le temps qu'il leur faudra pour libérer toutes les voiries publiques routières et ferroviaires sur le long de la route Le Prince.
ce qui revient à dire que les citoyens sont désormais informés. Très tôt ce mercredi matin, des femmes vendeuses du marché Tobolon situé dans le quartier Kagbelin relevant de la sous-préfecture de Dubreka ont manifesté contre les responsables du marché qu'elles accusent d'avoir vendu un espace réservé pour la construction d'un hangar aujourd'hui transformé en dépotoir et exige son départ. Face à ce cri de cœur des femmes, la chef de quartier crie à la manipulation. Pour plus de détails, je vous invite à suivre ce reportage de Alpha Oumar Diallo. C'est inédit ce que nous avons appris ce mercredi. Le marché de Tobolon, situé dans le quartier Kagbelin, n'a pas d'administrateur du marché, à plus forte raison un bureau pour gérer en cas de conflit entre les femmes vendeuses. Pourtant, la présence de l'État est visible à travers ce hangar construit. L'autre espace, réservé pour la construction du second hangar, serait vendu par l'une des femmes soutenues par leur chef. Une situation que ces femmes dénoncent. La situation de notre marché est mauvaise. Là où nous espérons pouvoir nous installer risque d'être vendu. Dans le hangar où nous sommes arrêtés, personne ne s'installe dedans. Conséquence, tout le monde s'installe dehors. Comme vous le constatez, tout le marché est occupé par des conteneurs et nous n'avons rien maintenant. Aujourd'hui, nombreuses sont ces femmes qui s'inquiètent sur le sort qui leur serait réservé une fois que cet espace réservé pour la construction de ce hangar sera vendu. On ne gagne pas de clients là où nous sommes installés. Le marché est vendu, que faire? Quant aux ordures, nous cohabitons avec eux. Et si on revend cet espace vide, nous risquons beaucoup. Nous n'avons pas de route. Cette partie réservée pour la construction de notre hangar est menacée par les autorités. Ils veulent nous appauvrir chez nous. Nous demandons aux autorités de désenclaver notre marché et refuser de revendre cet espace. Sinon, nos enfants vont souffrir. Pendant que certains sages du quartier étaient en réunion pour sensibiliser ces femmes en colère, des aides du quartier y étaient aussi. Alpha Abdoulaye Ba, le porte-parole de la jeunesse de Tobolon Marché, demande des comptes aux gestionnaires du marché. La jeunesse de ce secteur veut impliquer dans la gestion du quartier. Est-ce qu'on veut comprendre? Parce que, pourquoi? Parce que les gens, ce qu'ils ont fait ici, on n'a pas vu davantage. Les billets du quartier, on ne voit pas ce qu'ils font. Parce que regardez, tout ce qui est là, c'est tout récemment là qu'ils ont pris les ordures qui sont là. Ça fait même pas 3 jours. Oui, les gens nous disent qu'elle va vendre, qu'elle serait en vente. Parce que pourquoi moi j'ai pris l'affaire au sérieux? Parce qu'ils ont vendu toute la partie là, même derrière. Donc si elle essaie de vendre, on ne va pas attendre jusqu'à ce qu'elle revende. Si elle essaie de revendre, nous on est là toujours prêts, en action, on va empêcher les acheteurs. Présente pour la circonstance, la chef de quartier de Kagbelin ne s'est pas prêtée à nos questions, une façon pour nous de recouper les informations, mais nous avons eu celle-ci. On entend les cris, on demande votre départ. Non, c'est pas grave, même si moi je vais dans un autre lieu, c'est quelqu'un qui va venir. Moi je suis venu à quelqu'un qui a déjà passé. Aujourd'hui, ces femmes campent sur leur position et exigent le départ de leurs responsables dans l'immédiat. En attendant, la mise en cause aurait rassuré ces femmes que cet espace ne serait pas vendu. Est-ce une façon de tromper la vigilance de ces femmes? Les jours à venir nous édifieront. Une femme âgée d'une trentaine d'années a succombé de sa grossesse dans la nuit de ce mardi à mercredi. Selon la famille, le drame serait dû à la négligence des médecins de garde de l'hôpital Bernard Kouchner, situé dans la commune de Kaloum. Ce mercredi, une de nos équipes est partie à la rencontre de la famille mortuaire qui est revenue sur le drame. Yaye Oumoubari et Moustapha Diané.
Nous sommes dans la famille mortuaire de Mawasila, la trentaine qui a perdu la vie en état de famille. Cette mère de 2 enfants, qui était à son 3e geste, a succombé suite à la non-assistance du corps médical. Le mari de la victime revient sur les circonstances du drame. Hier, c'est à 22 h qu'on s'est séparés et elle partait chez sa copine. C'est là-bas qu'elle a commencé à avoir des contractions. Elles sont allées chez une sage-femme dans le quartier. Celle-ci a révélé qu'elle ne pouvait rien pour elle. Et vers 0 h, sa copine m'a appelé de les rejoindre. Nous avons pris un taxi et nous l'avons transportée à l'hôpital Bernard Kouchner, puisque c'est là-bas qu'elle suivait ses examens prénatals. Une fois là-bas, ceux qui étaient de garde n'ont pas voulu nous prêter assistance et qu'ils ne peuvent rien faire pour elle, de l'amener à Ignace Dine. C'est au cours du trajet pour l'hôpital Matam, elle a rendu l'âme sous le pont du 8 novembre. En Guinée, les bavures médicales sont constatées de jour en jour depuis un certain moment, d'où l'appel de Alia Kamara, époux de la victime, à l'endroit des autorités. Vraiment, ce que font subir les médecins à la population nous intrigue. Même à Ignace Dine, ils ne m'ont pas aidé à transporter le corps de ma femme à l'intérieur. Il a fallu que le chauffeur me porte assistance. Il faut que l'autorité nous vienne en aide. La victime sera inhumée ce mercredi après la prière de 16 h selon la famille mortuaire. Ce décès de Dame Mawasila relance le débat sur les conditions d'accouchement dans plusieurs centres d'hôpitaux du pays. Nous restons toujours dans le même dossier. Le frère de la victime s'est aussi exprimé sur ce drame et souhaite, si possible, porter plainte contre les médecins de garde de l'hôpital Bernard Kouchner. Suivez. Franchement, c'est vraiment une émotion que je ne peux pas expliquer. Les mots manquent aux émotions. Elle a été une sœur pour moi. Elle a été un support, un soutien pour moi et pour toute la famille. Si le mari, me donne la latitude, cette chance, je suis prêt à porter plainte contre l'équipe de garde qui se trouvait, qui ont passé la nuit au centre de santé Bernard Kouchner. Porter plainte pour négligence. Parce que quand un médecin néglige un patient, c'est une infraction. Direction l'intérieur du pays, ouverture à l'abbé des travaux de la session des audiences criminelles du tribunal de première instance. Pendant une semaine, plusieurs accusés poursuivis dans 16 dossiers de viol, de tentatives de viol, de meurtre, d'assassinat, de tentatives d'assassinat et d'incendie seront fixés sur leur sort. Idrissa Sampirin Diallo, reportage. Le tribunal de première instance de l'Abbé abrite depuis ce mardi les travaux de la session des audiences criminelles de cette juridiction de jugement. Cette fois-ci, nous avons au total 16 dossiers qui sont programmés et qui seront jugés dans les jours à venir. Et ces dossiers sont repartis comme suit. Il y a 13 dossiers concernant les majeurs et 3 dossiers concernant les mineurs, lesquels pour la plupart ont été renvoyés pour des faits de viol, de meurtre, mais également d'assassinat. Voilà un peu l'ossature des dossiers qui seront examinés. Les cas de viol, c'est vrai, ça y figure, puisque nous avons à peu près 5 dossiers concernant les cas de viol. Mais pour le nombre de dossiers aujourd'hui qui est au rôle, les cas de crimes de sang, c'est-à-dire les cas de meurtre et d'assassinat, sont les plus nombreux. Cette session des audiences criminelles du tribunal de première instance de l'Abbé est rendue possible grâce à la contribution de qualité de l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, soutenue par l'Union européenne à travers l'association Cogenta. Le GDH, en collaboration avec l'Union européenne, a mis en place une clinique juridique à l'Abbé ici pour toute la région. Ils ont pris un engagement
engagement qu'à chaque fois qu'il y a des audiences criminelles, parce que l'avocat est obligatoire à ce niveau, que la clinique juridique va envoyer un avocat ou des avocats pour plaider et défendre les accusés. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes avec le tribunal de première instance de l'Abbé. Il y a à peu près 16 dossiers et parmi ces 16 dossiers, la clinique juridique a pris en charge 14 dossiers qui n'avaient pas eu la possibilité de prendre un avocat. Il est à préciser que les prévenus qui se relaient actuellement à la barre du tribunal de première instance de l'Abbé sont poursuivis pour des crimes commis dans les préfectures de Koubia, l'Abbé, Lelouma, Mali et Tougué. Sport pour finir après le report pour le démarrage du championnat guinéen qui était prévu au début du mois d'octobre dernier. Pour faute de moyens financiers, la Ligue guinéenne de football professionnel a annoncé une nouvelle date pour la rentrée sportive 2021-2022. La première division le 31 octobre et 2 semaines après pour la deuxième division. Ibrahima Diallo nous signe ce commentaire. Reporté à une date ultérieure pour faute de moyens financiers, le championnat de football guinéen va enfin démarrer le 31 octobre 2021. Cette annonce a été faite par le président de la Ligue guinéenne de football professionnel, général Mathurin Bangoura, à l'occasion d'une conférence de presse. 2 semaines après son report, suite à plusieurs tracassions, l'instance chargée d'organiser le championnat guinéen est parvenue à mobiliser des fonds pour enfin lancer les hostilités. Les 14 clubs de la Ligue 1 vont enfin retrouver le rectangle vert le 31 octobre prochain. 2 semaines plus tard, ceux de la deuxième division vont emboîter le pas. L'AS Mineur de Sangaredi et l'Uni Club de Kankan sont entre autres les clubs promus à Ligue 2. La Ligue guinéenne de football professionnel entame des tournées à l'intérieur du pays pour superviser les stades devant accueillir cette plus grande compétition interclub guinéen. Cette année, la Coupe nationale sera disputée selon un communiqué rendu public par la Fédération guinéenne de football, contrairement à la saison précédente frappée par la pandémie de Covid-19. Voilà, c'est cet élément de sport qui met fin à cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Au revoir.